Bonjour, Sonia Beaudemoulin. Je suis conservateur en chef du patrimoine et j'ai dirigé le Muséum d'histoire naturelle de 1990 à 2019. Je suis actuellement commissaire de l'exposition Résonance, le Louvre à La Réunion, Peter Boulle, la ménagerie de Louis XIV, que je vais vous présenter. Résonance, le Louvre à La Réunion, est la première manifestation du musée du Louvre en Outre-mer. Plutôt qu'un partenariat avec un musée, le Louvre a choisi de réaliser une opération avec les 5 musées de La Réunion, labellisés Musées de France, à savoir 3 musées départementaux, le Muséum d'histoire naturelle, le musée Léon Dierx, le musée historique de Villèle, et 2 musées régionaux, le musée Stella Matutina et le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Pour mémoire, l'appellation Musée de France a été créée par la loi du 4 janvier 2002. Au sens de cette loi, est considérée comme musée de France toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. La manifestation Résonance le Louvre à La Réunion se décline en 5 volets qui permettent de faire dialoguer les collections de ces 5 musées avec celles du département des arts graphiques du musée du Louvre. Dans chacun des lieux retenus, une thématique différente est développée. Au Muséum d'histoire naturelle, la collection d'animaux naturalisés et notamment l'exposition Collection collectionneur est ainsi mise en parallèle avec les dessins exécutés par Peter Boulle d'après les animaux de la ménagerie de Louis XIV à Versailles. Le choix que nous avons en commun effectué avec le département des arts graphiques du musée du Louvre s'est porté sur les dessins des animaux de la ménagerie créés par la volonté du roi Louis XIV au château de Versailles et réalisés par l'artiste belge Peter Boulle. Replaçons ces dessins dans leur contexte historique. Louis XIV accède au trône le 16 mai 1643. Il a alors à peine 5 ans. Son règne durera 72 ans. Jusqu'en 1643, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui assure la régence, avec le cardinal Mazarin comme Premier ministre et Colbert comme principal ministre d'État. Louis XIV manifesta très tôt de l'intérêt pour les animaux, ceux qu'il chassait, mais aussi ceux qui provenaient des contrées lointaines et constituaient un sujet de curiosité. S'il ne fut pas le premier monarque à créer une ménagerie, peut-être se distingua-t-il par l'ampleur des bâtiments et par la diversité des animaux que l'on pouvait y admirer. Mazarin fit construire en 1654 une première ménagerie à l'entrée du parc de Vincennes. Elle fut d'abord dédiée aux animaux de ferme et à la mort du cardinal en 1661, Louis XIV donne l'ordre d'agrandir le lieu en y ajoutant de nouvelles loges destinées aux animaux féroces, dont les tigres et des léopards. La ménagerie de Vincennes est dès lors un lieu de représentation où les invités du souverain viennent assister au combat des fauves avec d'autres animaux. De 1662 à 1664, sous la conduite du premier architecte de Vincennes, Louis Levaux, est édifié un remarquable bâtiment octogonal entouré par une cour octogonale elle aussi, ouvrant sur 7 cours séparées par des grilles et des murs pour les oiseaux et les animaux exotiques. Un balcon entoure le premier étage du bâtiment, permettant une vue sur les différents enclos disposés en éventail. Les premiers animaux arrivèrent en 1665, mais la construction de la ménagerie ne s'acheva qu'en 1668. Ouvert au public, la ménagerie royale connut aussitôt un immense succès. Elle se veut un lieu de splendeur et d'émerveillement, où l'on découvre des animaux exotiques et sauvages venus du monde entier. C'est un lieu de promenade et une étape obligée des grandes fêtes et réceptions de Louis XIV. C'est là aussi que toute l'Europe des Lumières
vient voir oiseaux-mouches, perroquets, autruches, lions, éléphants, dromadaires, etc. La ménagerie est aussi, bien entendu, un objet politique pour montrer la puissance du roi. Louis XIV charge son ministre Colbert de fournir la ménagerie en animaux exotiques. Colbert donne mission aux navires des deux compagnies françaises des Indes orientales et occidentales de fournir la ménagerie en animaux d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique. Les animaux doivent presque tous transiter par le port de Marseille et, dans une moindre mesure, celui de Toulon. Mais la mortalité parmi les animaux est très importante. La plupart ne survivent pas au voyage, d'autant que, sans doute, pour des raisons de facilité de capture, ce sont des animaux très jeunes qui sont envoyés. Pour réduire cette mortalité, Colbert demande dans un premier temps que les livraisons ne se fassent qu'en été. Il réclame également des pots et des essences végétales pour Versailles et désigne une personne uniquement chargée de pourvoir la ménagerie en animaux. Dès lors, l'approvisionnement est réalisé de façon plus méthodique. La ménagerie reçoit également les animaux offerts au roi comme cadeau diplomatique, comme un éléphant, ou plutôt une éléphante, venant du Congo et donné en 1668 par Pierre II du Portugal. Le roi reçoit également des félins par des princes arabes et d'autres animaux avaient été demandés aux gouverneurs de provinces et de colonies, et c'est ainsi qu'en 1671, le gouverneur des îles Dauphine et Bourbon, Madagascar et La Réunion, François de Lopez de Mondevergue, faisait ainsi parvenir à la cour un casoar acquis auprès de marchands venant des Indes. Petit à petit, les animaux prirent possession des cours fermées de murs et de grilles, et souvent plantés en gazon et creusés d'un bassin. On peut considérer cette ménagerie comme le premier zoo des temps modernes. Si la tradition d'entretenir près du souverain une collection d'animaux exotiques était connue dès l'Antiquité, celle créée par Louis XIV à Versailles offrait un modèle résolument nouveau. La première innovation était de rassembler en un même lieu, permanent et non plus itinérant, les animaux dispersés dans les enclos d'autres résidences royales. Par ailleurs, la ménagerie royale était la première à opérer une classification des espèces, chacune étant répartie dans des cours adaptés. Enfin, la véritable scénographie élaborée par Levaux, avec son plan radial et le rayonnement des cours à partir d'un point d'observation surélevé, sera largement imitée dans les cours royales d'Europe. La ménagerie ne fut pas seulement un lieu de promenade, de curiosité et d'ostentation de la part d'un monarque qui aspirait à rayonner en Europe, elle constitua aussi un terrain d'expérience pour les sciences et les arts. Selon la volonté du roi, les animaux morts de la ménagerie étaient destinés à être naturalisés afin de prendre place dans la ménagerie. Cette volonté de conserver l'image des spécimens réunis à Versailles conduisit également à solliciter les artistes dont les œuvres étaient exposées dans un pavillon dédié. Parmi ces artistes se distingue Peter Boulle, un artiste flamand né en 1622 à Anvers et mort en 1674 à Paris. Peter Boulle est spécialisé dans les sujets animaliers. Il s'installe à Paris vers 1668 où il exerce son art au sein de l'équipe des peintres de la Manufacture royale des Gobelins dirigée par Charles Lebrun. Reconnu pour le talent avec lequel il savait représenter les animaux, le maître fut tout particulièrement chargé de fournir les études animalières qui devaient servir de modèle pour les cartons de la tenture des mois, dites des maisons royales, ambitieux tissages dont les premières mentions datent de 1668. Voici la tenture du mois d'octobre. Cette tapisserie a été réalisée en 1682 et mesure 3,30 m sur 4,10 m. Elle représente le palais du Louvre et, comme chacune des tapisseries,
Elle comporte au premier plan une balustrade devant laquelle ou sur laquelle on avait souhaité placer des animaux tels le lynx. Et voici le dessin du lynx de Peter Bull qui a servi au lissier de la manufacture des Gobelins et que vous trouverez dans l'exposition du muséum. Pour accomplir son travail, Peter Bull fréquenta assidûment les ménageries de Versailles et de Vincennes. Il y traça des centaines de dessins. Son propos fut alors non pas de fixer une image complète de l'animal, mais de multiplier les détails anatomiques, les expressions et les attitudes, afin de disposer de la vision la plus fidèle à la réalité. Ce fut là un travail exceptionnel qu'aucun artiste avant lui n'avait conduit avec autant de précision et de réalisme. À l'aide de tout ce matériel, le maître recomposait ensuite les études peintes à l'huile et qui devaient être utilisées par les artistes responsables de la livraison des cartons destinés aux lissiers de la manufacture des Gobelins. Une grande partie de ces dessins a été conservée, saisie parmi les biens de Charles Lebrun après sa mort en 1690. Le musée du Louvre en détient plus de 200 feuilles. 29 dessins de Peter Bull sont présentés au Muséum d'histoire naturelle. Ils illustrent des oiseaux, pélicans, paons, autruches, haras, canards, autour des palombes, des mammifères, éléphants, dromadaires, lions, lynx, ours, loups, blaireaux, antilopes, sangliers, taureaux, épagnols. Arrêtons-nous sur une œuvre et je vous propose d'étudier cette tête d'éléphant réalisée par Peter Bull. Un autre dessin sera également présenté dans le muséum et cet éléphant a une histoire puisqu'il fut offert en 1668 à Louis XIV par le régent du Portugal, futur Pierre II, et il vécut à la ménagerie royale de Versailles jusqu'en 1681. Il s'agit de l'unique éléphant africain dont la présence est attestée en Europe entre 1483 et 1882. Les connaissances biologiques que l'on avait à l'époque sur l'éléphant étaient plutôt étonnantes. On disait qu'il avait toutes ses parties très grosses, hormis les yeux et la langue, qu'il vivait 300 ans, qu'il était très chaste et très raisonnable, qu'il buvait du vin et mangeait de la terre et des pierres. Aussi le spécimen de Versailles fut-il nourri de pain, de vin, de potage, de blé et d'herbes. Le pachyderme constitua l'un des modèles de prédilection de Bull et ses études scrupuleuses témoignent de la grande attention portée à la réalité. Le maître animalier utilisa son étude de tête, trompe relevée, pour le dessin préparatoire à l'estampe où le pachyderme apparaît sur la terrasse de l'orangerie de Versailles en compagnie de 2 lions et de 2 lynx. Vous voyez là qu'il y a matière à faire travailler les élèves d'une part sur l'observation des attitudes de l'animal croqué par Peter Bull et d'identifier quelles parties de l'animal ont été dessinées. On peut les faire travailler également sur les techniques utilisées par Peter Bull. La technique utilisée est celle du dessin aux 3 crayons sur papier chamois, pierre noire, craie blanche et crayon de pastel. Le papier chamois est un papier dessin de teinte brun clair ou jaune foncé, comme la peau de chamois. La pierre noire donne les lignes principales du dessin, les ombres et les tons froids. Le pastel donne les tons chauds et la craie blanche sert au réau. Cette technique fut très prisée au XVIIIe siècle. Vous trouverez un détail de ces différentes techniques dans le dossier pédagogique. Vous découvrirez un certain nombre d'animaux qui entrent en résonance avec les dessins de Peter Bull. J'ai sélectionné le springbok et le dessin du bubal, une autre antilope africaine, le lion de l'Atlas et le lion d'Afrique,
l'Ara ararona, l'aigle pêcheur d'Afrique et l'autour des palombes. L'exposition met également en avant les collections de dessins scientifiques que possède le Muséum d'histoire naturelle de Buffon à nos jours. Peter Boulle dessine les animaux de la ménagerie d'après nature. Bien que très réalistes, ces études ne répondent cependant pas aux besoins d'identification qui caractérisent l'illustration zoologique. Du coup, le muséum propose aux visiteurs de faire une petite incursion dans ce que les dessins naturalistes ont apporté à la connaissance de la faune de la Réunion, de Buffon à nos jours. L'exposition des dessins du musée du Louvre se tient dans la salle Lacroix au premier étage du muséum. Mais avant de pénétrer dans la salle dédiée aux dessins de Peter Boulle, vous serez accueillis par deux vitrines qui présentent deux animaux disparus emblématiques de la Réunion, le perroquet mascarin et le solitaire de la Réunion. Arrêtons-nous sur une œuvre, celle du perroquet mascarin, dessinée par François-Nicolas Martinet pour illustrer l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon. Observons ce dessin. Martinet représente le perroquet de profil, ce qui permet de mettre en valeur à la fois la tête et le dos. Posé sur une branche avec beaucoup de réalisme, l'oiseau semble vivant, bien qu'il ait été dessiné d'après un exemplaire naturalisé. Martinet a placé un cadre autour de son sujet, la composition est dynamique et le style est enlevé. De 1990 à 2000, le muséum a organisé tout un programme de fouilles à l'Ermitage qui a permis de mieux connaître la faune disparue de notre île. Et en 2004, le muséum fait appel à l'artiste paléontologue Julian Pender-Hume, spécialiste de la faune fossile et subfossile des mascareignes, pour représenter les animaux disparus de la Réunion. Le perroquet mascarin a été ici représenté dans ce que nous pensons être son milieu de vie. Aujourd'hui, les scientifiques ont à leur disposition des outils qui permettent de réinterpréter l'animal disparu et le milieu dans lequel il vivait. Vous trouverez ces éléments dans la vitrine et dans le catalogue des expositions. L'autre vitrine est consacrée à l'histoire du dodo blanc et du solitaire de la Réunion. Le mythe du dodo blanc s'est construit à partir d'une peinture du XVIIe siècle qui sert de fond à la vitrine. Ce dessin initial de dodo albinos a été repris à de multiples reprises. Le dernier dessin est celui d'un scientifique japonais, Ashisuka, qui décrit en 1953 le dodo blanc comme le solitaire de la Réunion. Le mythe est aussi basé sur certains écrits de voyageurs naturalistes très imprécis, mais les recherches effectuées par le Muséum de la Réunion ont permis de comprendre que le solitaire de la Réunion était en fait un ibis. Comme vous voyez, l'exposition est très riche, elle ouvre de multiples portes sur des champs aussi variés qu'artistiques, historiques et scientifiques. Je vous souhaite une bonne visite et merci pour votre attention.